I've been thinking about you. No. I've been thinking about you. Mostly. Hello à tous, hello mes phénix et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors oui, je vous arrête tout de suite. On n'est pas chez moi, on est dans un décor un peu plus tropical, une tenue un peu plus estivale. Je commence à faire des rimes, ça va pas du tout. Je suis partie à l'autre bout de la terre, je suis actuellement en Thaïlande, à Koh Samui, mais c'était hors de question pour moi de pas vous sortir une vidéo sous le prétexte que je suis en ce moment sous le sunlight des tropiques. Sous le sunlight tropique. Au moment où tu regarderas cette vidéo, on sera dimanche. Et le dimanche, je sais pas pour toi, mais moi, c'est un jour qui me convient bien. Donc dis-moi en commentaire si ça te convient, vers 18h, si on peut se donner ce rendez-vous ensemble. Après, je pense que quand je rentrerai chez moi, je ferai mardi et dimanche. Mais en attendant, le dimanche, ça me convient bien. Dis-moi ce que t'en penses. Avant de commencer ma vidéo, je tenais déjà à vous remercier pour tous vos retours, que ce soit sur YouTube ou sur Instagram. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas encore, mon compte Instagram, c'est 12 février, comme ma chaîne YouTube. Vous avez été incroyables, vous êtes incroyables et merci pour tout votre soutien. La dernière vidéo traitait de mon réveil après le coma artificiel, du jour où j'ai pris conscience de la gravité de ce qui m'était arrivé. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ma rééducation, de tout ce qu'il a fallu que je fasse pour réapprendre à parler, à manger, à boire, à remarcher et à retrouver une vie normale. Et je trouve ça hyper symbolique et significatif de vous faire cette vidéo en short, à peine coiffée, pas maquillée, au plus naturel qui soit, au maximum de la spontanéité. Et moi, ça me tenait vraiment à cœur de vous la faire aujourd'hui. La rééducation a commencé tout doucement, donc en soins continus, où il a fallu que je réapprenne déjà à utiliser mon corps. Il faut savoir que je passais quand même mes journées allongée sur un lit d'hôpital, les yeux rivés vers un plafond, et que je pouvais à peine en fait bouger mes mains, amener quelque chose à ma bouche, que quand j'avais mal au ventre à cause de tous les médicaments qu'on m'avait injectés dans le coma, je pouvais pas me tourner sur mon lit. C'était très compliqué en fait, parce que dans le coma, j'avais été prisonnière de mon corps, mais en fait, à mon réveil, je l'étais encore. Je l'étais encore parce que tout ce que je connaissais de mon corps avant, j'en avais plus la maîtrise, tout simplement, ça n'existait plus pour moi. Les séances de kiné, c'était assez souvent. Ça a commencé par des choses toutes simples, comme prendre une balle et la serrer. Et je me souviens que je regardais mon kiné en soins continus, et quand je serrais cette balle, j'avais tellement peu de force dans les doigts que je l'avais regardée en pleurant et je lui avais dit « mais je suis nulle ». Enfin, et mon kiné m'avait regardé, il m'avait dit « mais non Julie, t'es pas nulle, c'est normal, ça va revenir, t'as plus de muscles, etc. » Mais j'étais gymnaste en fait avant tout ça. J'envoyais des saltos arrière, j'envoyais des flips, j'envoyais des figures. Et là, j'étais incapable de serrer une balle dans mes mains. J'étais incapable de bouger comme j'en avais envie. Et c'était super compliqué en fait. C'était super compliqué pour moi d'avoir été une grande sportive depuis mon plus jeune âge et de me retrouver à ce point faible, vraiment faible. Après toutes ces épreuves de balles de kiné, etc., retrouver un peu de sensation au niveau des doigts, au niveau de mon corps, il a fallu un jour que je retrouve une position assise ou une position debout, parce que j'avais passé quand même 3 mois dans un coma artificiel, donc 3 mois allongée. Et je crois que je me rappellerai toute ma vie de la sensation de la verticalisation. Alors pour vous expliquer la verticalisation, vous êtes sur un lit, on vous sangle et on vient tout simplement, tout doucement, verticaliser le lit. Je vous laisse imaginer que quand vous avez passé 3 mois allongé dans un lit d'hôpital et qu'il faut se mettre, entre guillemets, debout, tout ce sang en fait qui est là et qui enfin je sais pas comment expliquer, mais c'est comme si tout le sang retombait en fait, et je me suis sentie tellement faible, enfin littéralement j'étais à deux doigts du malaise, si j'en ai pas fait un. En fait à ce moment-là c'était une sensation horrible, et je me suis dit waouh, mais je pourrais jamais remarcher. Vu la sensation que ça m'avait fait, je m'étais dit non mais c'est bon, je m'étais dit comment je vais faire si sanglé sur un lit je ressens ça pour remarcher. En fait, à chaque fois que j'avançais, j'avais peur. Et pour vous donner une idée de
que j'ai ressenti. Imaginez une bonne nuit de sommeil allongée, tranquille, et que en fait d'un coup, genre je sais pas, votre réveil il sonne, vous êtes en retard, et d'un coup vous vous levez et vous marchez. Bah, vous allez avoir un sale vertige, et bah, c'est ça, puissance 10 en gros. Et ouais, c'était des lourdes épreuves qui m'ont fait prendre conscience encore une fois de tout ce que j'allais devoir faire pour pouvoir remarcher, pour pouvoir retrouver une vie normale. Petit à petit, à force d'efforts, de volonté, d'encouragement, de courage, j'étais passée de la position allongée à la position assise et je pouvais enfin m'asseoir devant un fauteuil et c'était quelque chose de formidable en fait. Parce que quand on passe ses journées allongées dans un lit d'hôpital, comme je vous ai dit, à fixer le plafond et à pas trop pouvoir bouger, pouvoir au moins changer une fois de position, c'est quelque chose d'incroyable. Donc pouvoir passer au moins une ou deux fois dans la journée de position allongée à position assise. Et pourtant, Dieu sait combien ça me fatiguait. Ça m'occupait en fait. C'est horrible à dire, mais ça m'occupait. Ça m'occupait, ça me faisait voir autre chose et ça me cassait un peu ma routine d'hôpital, tout simplement. Et j'ai pu, du coup, vu que j'étais en fauteuil, sortir dans le jardin de l'hôpital avec mes parents. Sortir à la cafétéria, manger des glaces avec mes frères, avec ma famille. Et c'est la première fois que j'étais confrontée, du coup, au regard des gens. J'étais bandée, j'avais plus de cheveux, j'étais toute maigre, je sortais avec un drap pour me couvrir. Et même si on était dans l'hôpital, quand j'étais à la cafétéria, il n'y avait pas que des malades, il n'y avait pas que des accidentés, il y avait aussi des familles de victimes, des familles de patients. Et les regards que j'ai pris, c'est là que j'ai compris en fait. C'est là que j'ai compris que... Putain. Oh, je suis désolée. En fait, cette chaîne YouTube, elle est incroyable. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure à quelqu'un, c'est que elle est incroyable, mais elle m'oblige à me replonger dans des choses que inconsciemment j'ai voulu oublier. Et c'est bien en fait, c'est super bien pour moi de repasser par là, c'est super bien pour moi de vous l'expliquer parce que je suis sûre que ça va vous aider, ça va vous aider, ça va aider certaines personnes. Mais ouais, je suis désolée en tout cas. Je suis désolée, c'est bien que je le fasse, je sais, mais il y a des moments qui sont, il y a des moments qui sont lourds. Revenir sur le coma, revenir sur mon réveil, revenir sur la première fois où j'ai dû faire face au regard des gens, c'est des choses qui m'atteignent encore malgré le phénix qui sommeille en moi. Quand j'ai vu comment les personnes me regardaient, c'est là que j'ai compris en fait. C'est là que j'ai compris que bah ouais, j'étais différente. J'étais différente et que je le serai toute ma vie. Putain, c'est pour ça qu'être là, devant vous, pas maquillée, en mode un peu venez comme vous êtes, à peine coiffée, j'ai les cheveux salés de la mer, je suis en short. Le chemin que j'ai parcouru, il est dingue. Il est dingue et pouvoir l'exprimer à travers une caméra, c'est encore plus dingue alors. Je vais continuer, mais vous avez compris le fond de ma pensée. Quand j'ai pu sortir de ma chambre d'hôpital en fauteuil, pouvoir prendre l'air, pouvoir regarder le ciel tout simplement, ça faisait des mois et des mois que je ne l'avais pas vu, pouvoir juste voir autre chose que ma chambre d'hôpital, c'était incroyable en fait. Et à chaque fois que je sortais, c'était des gros coups de boost. Et j'avais envie d'accélérer le process en fait. J'avais envie de pouvoir remanger très très vite, j'avais envie de pouvoir reparler hyper naturellement, j'avais envie de boire correctement et j'avais surtout envie de remarcher en fait pour pouvoir sortir de ma chambre d'hôpital quand je le voulais, même si c'était impossible. Mais voilà, pouvoir sortir de ma chambre d'hôpital quand je le voulais, pouvoir marcher, pouvoir descendre à la cafétéria, pouvoir faire un peu ce que je voulais dans ce milieu. Les choses commençaient un peu à s'accélérer, j'avançais tout doucement à mon rythme. Et là, ça a été un peu le choc pour moi parce que mon chirurgien m'a dit que j'allais devoir porter une minerve. Je vais vous mettre une photo de ce à quoi ça ressemblait. Une minerve en plastique en fait qui prenait vraiment tout mon cou et qui se scratchait derrière, qui était faite sur mesure. Et ça allait m'éviter, si vous voulez, de baisser la tête. Donc j'allais passer ma journée comme ça, avec une minerve
solide, rigide, et c'est loin d'être une minerve de torticolis qui est déjà pas agréable du tout qu'on se le dise. Mais c'était un peu le choc parce que j'étais déjà brûlée. Il fallait que je porte une minerve, mais il fallait aussi que je réapprenne à vivre, à retrouver ma vie. Et j'avais l'impression qu'à chaque fois que j'avançais un peu, on me rajoutait un truc. Et en fait, c'était ça. Littéralement, je vais vous en parler après, mais c'était ça. Quand on m'a mis cette minerve, on m'a dit, bon voilà, tu vas porter cette minerve 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Le seul moment où tu l'enlèveras, ça sera pour te passer une lingette et te laver. Et t'as pas le droit de dormir avec un coussin. Yes. Yes. Autre chose. J'étais là, j'avais 16 ans, et je me disais, dans ma tête, j'étais là, je me disais, mais je suis déjà brûlée, et on me rajoute encore des trucs, toujours des trucs. En fait, dans ma tête, c'était là, genre, toujours plus, toujours plus. La raison médicale, pourquoi une minerve, pourquoi pas de coussin, justement, comme je vous ai dit, c'était pour éviter de baisser la tête, et c'était pour éviter que j'ai ces brides. Pourquoi j'ai des brides? J'en ai fait un petit peu qu'à ma tête. Je vous avoue, j'ai pas vraiment mis la minerve, mais ça c'est mon côté scorpion qui a dit laissez-moi tranquille. Déjà je suis en vie, déjà je me bats, votre minerve, ciao. Mes parents devenaient fous, j'en faisais qu'à ma tête, j'en avais toujours fait qu'à ma tête quand j'étais ado, ça n'avait pas changé parce que j'étais brûlée. Donc tout ça, ça faisait partie du processus de la rééducation qui était très longue. Je devais partir en centre de rééducation à Valoris. Moi, j'habite à Nice et ça aurait été génial pour mes amis, pour ma famille, de faire beaucoup moins de route parce que c'était genre même pas à 20 minutes de chez moi et que Toulon, pour rappel, c'est à 1h30 et que tous les jours, mes parents faisaient l'aller-retour pour pouvoir passer une journée avec moi. Donc c'était très lourd pour mes parents, mais malheureusement, autant qu'heureusement, j'ai pas pu aller dans ce centre de rééducation. Heureusement, parce que finalement, dans mon hôpital, tout s'est super bien passé. J'ai été hyper bien entourée. Malheureusement, pour ma famille et mes amis, ça a été plus compliqué pour eux de venir me voir jusqu'à Toulon, plus long, plus fatigant. Mais c'était impossible de toute manière que j'aille là-bas parce que j'étais encore bandée au niveau des jambes, au niveau des bras aussi à l'époque. J'avais tout simplement une anesthésie générale, un jour sur 2, pour pouvoir changer les pansements. La rééducation, elle n'est pas que physique. La rééducation, elle est aussi mentale et elle est aussi, si je puis dire, comment expliquer ça, psychique. Il faut éliminer toutes les drogues qu'on nous injecte. Et pour vous donner une idée, une anesthésie générale, une seule, pour l'éliminer, pour que votre corps puisse l'éliminer, il vous faut 1 an. J'ai passé 3 mois dans un coma artificiel, shooté à des médicaments, pour pouvoir me maintenir en vie. Et 3 mois encore après mon réveil, j'ai été anesthésiée. Donc, autant vous dire que toutes les drogues qu'on m'a injectées, encore aujourd'hui, je les ai pas éliminées. Loin de là. Du coup, ces anesthésies m'ont obligée, si je puis dire, à rester dans le milieu hospitalier dans lequel j'étais et ne m'ont pas permis de partir en centre de rééducation parce qu'ils ne pouvaient pas m'endormir. Et la douleur, quand on change des pansements, la première fois, je me rappelle qu'on a enlevé mes pansements sans anesthésie générale, je l'ai demandé. J'ai demandé une anesthésie générale. J'avais fait exprès de ne pas manger parce que je m'attendais à la douleur que ça allait faire. J'avais fait exprès de rester à jeun pour qu'on puisse m'endormir au cas où. Et j'avais bien fait parce que quand elle a enlevé le pansement avec la peau à vif en dessous, pour faire bref et pas très gore, j'avais l'impression qu'on m'arrachait la peau. Genre comme un pansement sur des poils puissance 14. Ouais, c'est horrible. Je m'éparpille un petit peu, mais de toute façon, je reviendrai sur le sujet des dépendances, des anesthésies générales et de tout ce qui s'est passé en fait pour moi en termes de séquelles après le coma. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, mais je trouve ça hyper important d'en parler. J'ai avancé, j'ai été beaucoup soutenue encore une fois, et j'ai pu passer en hôpital 2 jours. L'hôpital de jour, c'était plus libre, dans le sens où les heures de visite étaient plus larges. Ça permettait à mes parents de venir un peu plus tôt, de repartir un peu plus tard. Ça permettait même à ma mère de pouvoir dormir avec moi. Et ça, c'était ouf. Et ça, ne plus pouvoir dormir seule, rentrer dans sa chambre et savoir qu'il y a ta maman qui est là, qui a demandé un lit et qui dort à côté de toi, pouvoir regarder la télé avec elle, juste pouvoir lui prendre la main quand ça va pas, c'était incroyable. C'était incroyable et
Et là, aujourd'hui, avec du recul, je sais ce que ma maman pouvait ressentir, je pense, à peu près, parce que je suis pas maman et j'ai pas d'enfant, mais je pense que je sais ce qu'elle pouvait ressentir, à me voir si faible, à me voir pleurer des fois. Et je lui suis super reconnaissante d'avoir fait tout ça pour moi, en fait, et d'avoir été là, tout simplement, dans chaque situation, et d'avoir fait de son mieux, malgré le fait qu'elle souffrait aussi, parfois même plus que moi. Ouais, je la remercie vraiment d'avoir été là, et ma famille entière et mon papa, j'ai eu un soutien incroyable. En hôpital de jour, j'avais toujours ces anesthésies un jour sur deux, mais j'avais beaucoup plus de séances de kiné. Parce que tout simplement, je récupérais un peu de force. J'arrivais à manger seule. Je devais manger hyper protéiné. Je vous mets une photo là où je devais manger des fraisiers et des bananes. À chaque fois que je mangeais une banane, je l'envoyais à mon oncle en photo parce que mon oncle fait de la muscu. Et il me disait mange ta banane, mange ta protéine et tout. Du coup, à chaque fois que je mangeais ma banane et ma prot, je lui envoyais une photo. Donc c'est typiquement une photo que je lui avais envoyée juste là. Ça allait quand même un peu plus vite. Je reprenais un peu plus contrôle de mon corps, enfin. Je me rappelle de la première fois où je me suis mise debout. Il fallait que je me pèse en fait. C'est là d'ailleurs où j'avais appris mon poids. Donc je m'étais mise debout, pareil, gros vertige. J'avais toujours du mal à marcher, je marchais toujours pas d'ailleurs. Donc je me souviens qu'il y avait deux infirmières qui me tenaient. Je suis montée sur la balance. Le verdict était tombé, je pesais 33 kilos sur la balance. Comme je vous l'avais dit, j'étais hyper plate, j'avais plus du tout de force dans les jambes, enfin j'avais même plus de jambes en fait. Et ouais, 33 kilos. Et en fait, je me rappelle d'un truc, c'est que quand je me suis mise debout, j'ai regardé ma mère qui était là, et elle m'arrivait là. Et je lui ai dit, mais maman, je suis plus grande que toi. Pareil, ma mère, elle me regardait en mode, wesh, qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, j'avais 16 ans, j'étais en pleine croissance. Le fait d'avoir. C'est pas drôle, c'est pas drôle, arrête de rire. Si, c'est drôle, c'est une petite anecdote sympa. J'étais un peu l'atmosphère, mais le fait d'avoir dormi pendant 3 mois, qui m'est injecté à mort, de protéines, etc. En fait, j'avais grandi. Mais genre, pas qu'un peu, j'avais pris 3-4 centimètres. Et avant l'accident, je faisais la taille de ma mère, donc 1,63 m. Et aujourd'hui, je fais plus 1,66 m, 1,67 m. Et c'était trop drôle de me lever et de voir que j'étais plus grande que ma mère en mode hey, tu veux quoi? Potentiellement, aujourd'hui, je devrais faire 1,63 m, je pense, si j'avais pas fait de coma artificiel. Donc ça a ses avantages. Hein, si vous êtes petite, non, je peux pas dire ça. Je peux pas dire aux gens d'aller en coma artificiel, je lui dis arrête, arrête. Mais bon, il y a des solutions à tout. Tu vois? Il faut tirer le côté positif de ce qui nous arrive. J'ai pris 3 centimètres dans le coma, c'est cool. Donc ouais, comme je vous disais, beaucoup plus de séances de kiné. Et ma kiné, qui s'appelait Caroline, a vraiment eu pour moi le rôle de ma psychologue en fait. Elle avait très bien compris mon esprit compétitif de gymnaste. Elle avait très bien compris ce que je ressentais à l'heure actuelle quand je ne pouvais pas marcher, quand je ne pouvais pas parler, quand ça m'énervait de ne pas réussir quelque chose. Ça a été mon allié et elle avait très bien compris comment conjuguer, si je puis dire, l'esprit, le mental, sur lequel va s'axer un psychologue lambda, et le corps, dont elle était censée s'occuper. Elle avait vraiment réussi à conjuguer les deux et elle m'aidait vraiment, vraiment énormément. Je lui parlais de tous mes soucis, de tout ce que je ressentais et elle avait été vraiment d'un soutien pour moi sans faille. Elle m'a accompagnée dans mes premiers pas. C'était fou pour moi de faire mes premiers pas entre deux barres parallèles de gymnastique. J'étais gymnaste avant, les gars, donc pour moi, refaire mes premiers pas à travers deux barres parallèles de gymnastique, c'était incroyable. Je me rappelle qu'il y avait ma maman, je me rappelle qu'il y avait ma coach de gym qui était là aussi le jour où j'ai fait mes premiers pas. Mettre un pied devant l'autre, c'était incroyable. Et pour moi, chaque pas que je faisais, c'était un pas de plus vers la liberté, un pas de plus vers chez moi, un pas de plus vers l'autonomie, en fait, tout simplement. Et c'était fou. C'était vraiment fou, cette sensation de pouvoir tenir sur tes jambes, de plus être aussi dépendante du personnel médical qui m'a beaucoup accompagnée, mais de plus être autant dépendante, de pouvoir se déplacer par ses propres moyens. Alors oui, il a fallu du temps et du temps avant que je puisse marcher, mais un pas, deux pas, trois pas, c'était une source inestimable de joie et de bonheur, quoi. J'étais tellement, tellement contente. Et petit à petit, j'arrivais à faire plus de pas. Je faisais aussi du vélo, je vous mets des photos.
Et j'étais trop contente de faire du vélo. Il y a eu cette fois aussi où j'ai traversé le couloir d'hôpital pour la première fois. Le couloir était super long. Et je m'étais dit, ok, j'avais l'impression d'être sur un praticable de gym et que j'allais envoyer une ronde à Philippe double brite. Alors qu'en fait, non, j'allais juste traverser ce couloir et je voyais le mur et je me disais, ok, je vais le faire, j'y vais. Et j'avais des petits chaussons pour tenir mes pieds. Et j'étais là, je marchais, j'étais en pyjama. J'avais ma kiné qui me tenait la main. Je me souviens que je lui ai lâché la main en mode, je le fais, j'y vais. Et ma mère m'attendait à l'autre bout du couloir et elle a pris une photo. Cette photo. Et cette photo, elle est incroyable. Parce que si tu regardes cette photo, tu vois, je suis toute maigre, je suis toute plate. Mais j'ai ce smile en fait. J'ai ce sourire scotché au visage. Parce que je l'ai fait. Parce que je l'ai fait, j'ai marché les gars. J'ai marché. Ça faisait 4 mois, 4 mois et demi que ça s'était pas arrivé. Et je marchais enfin. Je pouvais pas tenir de très longues distances. C'était compliqué. Et je me rappelle qu'un jour, petite anecdote, j'avais dans ma chambre d'hôpital cette photo qui avait été prise avant mon accident, un saut de biche. Et il m'avait dit, voilà, tu vois Julie, ça va prendre beaucoup de temps. Ce saut, tu pourras pas le refaire avant l'été 2016. 2016 ? On est en 2013, donc là tu me dis 3 ans pour refaire ce saut. Et ça c'était dans ma tête. Hein. Je l'ai regardé, j'ai fait ok. Il a quitté la chambre. Véridique, je vous jure que je vous mens pas. Et ma coach à la vidéo, je pourrais pas la retrouver je pense parce que ça fait 6 ans, il est impossible de retrouver une vidéo, mais véridique et ma coach peut témoigner. Il est sorti de ma chambre d'hôpital. J'ai vu le mur blanc devant moi et je me suis levée et j'ai fait un arbre droit contre le mur. Il y a quoi? Je savais à peine tenir sur mes pieds que je marchais sur les mains. Voilà. Et j'avais envoyé la vidéo à ma mère, à ma coach, en mode hey, regardez. Ma mère m'avait appelé en mode mais Julie, qu'est-ce que tu fais? Et je sais avec du recul que mon chirurgien m'avait dit ça pour m'envoyer le déclic qu'il m'a envoyé en fait. Je sais que pour lui, il avait très bien compris que j'étais une compétitrice et que s'il me disait ça, ça allait aller très très vite par la suite et il s'était pas trompé. Suite à ça, tout s'est très vite enchaîné. J'ai réussi à remanger normalement, à revoir, à pouvoir marcher de plus en plus, à pouvoir descendre avec mes parents à la cafétéria. Alors oui, c'était très compliqué pour moi de tenir de longues distances, mais je pouvais au moins prendre l'ascenseur et aller me poser à la cafétéria. Je sens plus ma jambe. Je suis restée comme ça pendant 3 heures, je sens plus ma jambe. Ah, j'ai des fourmis, vous connaissez comme c'est horrible? Cul. Changer un petit peu. Attendez. Ah, je vous jure, j'ai des fourmis, elles font pas rire. Ok. Ok. Je disais donc, suite au déclic que mon chirurgien m'avait envoyé, ça s'était très très vite accéléré. Mais comme je vous ai dit, à chaque fois que je faisais un pas, on venait rajouter quelque chose en fait. Parce que être une grande brûlée, être un grand brûlé, c'est un combat permanent, un combat physique, un combat mental, et c'est un combat surtout sur les cicatrices. Parce que une cicatrice, ça évolue en permanence, mais une greffe de peau, c'est encore différent. Pour vous expliquer un peu, une greffe de peau, c'est une cicatrice hypertrophique. Hypertrophique, ça veut dire qu'en fait, si on ne vient pas l'aplatir, la cicatrice enfle et reste épaisse. Donc, pour contrer ça, il y a des solutions. Et les solutions, c'est des vêtements compressifs que je vais trouver juste ici. Les vêtements compressifs, c'est des vêtements faits sur mesure. On vous prend la taille de la cheville, la taille du mollet, la taille de la cuisse, la taille de la taille, et on fait ça pour tout le corps. Et c'est comme une combi de plongée, en plus fin, en 2 fois plus serré, qu'il faut garder 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, comme la Minerve. Et le problème des cicatrices hypertrophiques, le problème des greffes de peau, comme je vous l'expliquais tout à l'heure avec le cou, c'est que si on garde le cou penché, les bras, étant donné que je suis brûlée dans les intersections, pliés, et le problème des cicatrices hypertrophiques, des greffes de peau, c'est qu'au niveau des articulations, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, si on garde le cou penché, si on garde les bras pliés, des brides se créent. Donc, il fallait que je porte une Minerve, des vêtements compressifs, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et pour dormir,
parce que quand on dort, on n'a pas conscience de son corps, on ne sait pas ce qu'on fait de son corps. Pour éviter que je dorme les bras pliés et que je ne puisse plus les tendre un jour, il fallait que je dorme avec des attelles qui me maintenaient les bras tendus. Voilà. Donc ma vie, en fait, c'était ça. Ma vie, ça devait être d'être en cosmonaute. Malgré la chaleur de l'hôpital, évidemment, il n'y avait pas la clim dans ma chambre, sinon c'était trop drôle, sinon c'était trop simple, Et la nuit, en fait, voilà. En fait, fallait que je dorme comme ça, tu vois. Voilà. Et des fois, ça me grattait. Mais quand t'as le bras tendu, parce que évidemment, c'était pas moi qui me mettais les attelles, une fois que t'as le bras tendu, tu peux pas mettre l'autre, tu vois. Donc c'était les infirmières qui me les mettaient avant de dormir. Quand ça te gratte, t'es là, tu peux pas te descratcher. Oh là là, oh là là. Encore une fois, on y revient, c'était vraiment le truc de récupérer la fonctionnalité de mon corps, les sensations de mon corps, mais s'en retrouver prisonnière par tout ce que je devais faire en fait pour que ça aille, pour pas que je me retrouve bloquée dans mes mouvements, pour pas que mes cicatrices soient épaisses, pour pas que mon cou ait des brides. Et ben je vous laisse deviner ce que j'ai fait. À votre avis, est-ce que j'ai mis les vêtements compressifs 7 jours sur 7, 24 heures sur 24? Eh ben non, et c'est pour ça que Julie, aujourd'hui, elle a encore des greffes qui sont un petit peu enflées, vite fait. Ouais, j'en ai fait vraiment qu'à ma tête. Mais au final, même si je ne conseille pas aux grandes brûlées de faire comme moi, faites ce qu'on vous conseille parce que c'est des conseils médicaux et c'est des conseils de professionnels. Mais en fait, moi, je me suis juste écoutée. Et vous savez, je pense que le plus important dans une rééducation, c'est de savoir s'écouter, tout simplement. Grâce à la gymnastique, grâce à tout le sport que j'avais fait étant petite, j'avais une véritable conscience corporelle. Je me suis juste écoutée. Petit à petit, j'ai pu retourner chez moi les week-ends. Petit à petit, j'ai pu reprendre le sport. Et je vous parlerai évidemment de mon retour à la maison, du retour au lycée, de tout ce qui s'est passé après par la suite. Mais pour vous donner une idée, ma rééducation à moi, elle s'est faite par le sport. Quand je suis sortie de l'hôpital, 6 mois après mon accident, j'ai repris la gymnastique. Et quand quelques mois après ça, j'ai vu mon chirurgien, il m'avait dit, les vêtements, tu les as bien mis, tes cicatrices, elles se sont aplaties, c'est vraiment bien, Julie. Et je l'ai regardé et je lui ai dit, non, j'ai juste repris la gym. Et là, mon chirurgien m'a dit quelque chose qui m'a marqué, dont je me souviendrai toute ma vie. Et il m'a dit tout simplement, tu as fait la meilleure rééducation possible qui soit, c'est une rééducation par le sport. Je vais finir cette vidéo en vous rappelant que, quelle que soit la chose qui vous arrive dans la vie, que ce soit un accident, une maladie, une rupture, la perte d'un proche, quelle que soit l'épreuve, quel que soit le combat, quel que soit le chemin que vous avez à parcourir pour relever la tête, vous pouvez le faire. Réellement, vous pouvez le faire. Quel que soit l'avis des médecins, le plus important, c'est d'écouter votre corps. Parce qu'encore une fois, le seul qui peut avoir une vraie conscience corporelle, le seul qui peut réellement écouter ce qui se passe là-dedans, c'est toi. Et il y a certaines situations où je sais que ça te paraît impossible. Il y a certaines situations où tu as juste envie de souffler, de tout envoyer péter. Et je le sais parce que tout ça, je l'ai vécu. La rééducation, ça n'a pas été simple pour moi. Je pense que vous l'avez ressenti. Mais finalement, quand tu tombes, le plus important, c'est pas la vitesse à laquelle tu te relèves, c'est juste de s'en relever à ton rythme, de prendre le temps de t'écouter et d'y arriver, tout simplement. Parce qu'en fait, si je l'ai fait, je te jure que tu peux le faire aussi. Il y a des moments où c'est pas facile, je le sais. Il y a des moments où tu doutes, il y a des moments où tu as peur. C'est normal, c'est juste humain. Quelle que soit la chose qui t'arrive. Et crois-moi, chaque combat a son importance. Parce que je sais que là, derrière ton écran, tu te dis « Mais moi, je me plains alors qu'elle, elle est brûlée. » Je connais. Mais crois-moi, je me plains aussi alors que je sais qu'il y a pire que moi. Ça m'arrive aussi de me plaindre. Chaque combat a son importance. Chaque douleur a son importance. Chaque cicatrice laissée par une épreuve a son importance. Mais je veux juste te faire comprendre que aujourd'hui, si j'arrive à en parler, si j'arrive à m'accepter, si j'ai réussi à me relever, pourquoi pas toi? Voilà mes phénix, c'est la fin de cette vidéo sur la rééducation. Tout ça pour vous dire que
Quand on veut, on peut. C'est peut-être cliché de dire ça, mais c'est tellement vrai. À force de volonté, à force de courage, à coup d'amour, on y arrive toujours. J'ai hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo qui sera sûrement en ligne dimanche prochain, si je respecte mon timing et que je profite pas trop du soleil thaïlandais. Je vous fais énormes bisous. Merci pour tout. Sincèrement, du fond du cœur. Et je vous aime, voilà, c'est tout. Je vais prendre le soleil, boire une petite pina colada. Je penserai fort à vous, promis. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, à laisser des commentaires, tout ça, et je vous aime, de fou.